OK. Continuer. Ils nous avertissent que ça va être enregistré dans le fond. Oui, parce que des fois, il y a des aspects légaux. Hein? C'est là que je peux m'opposer là, si j'ai peur de révéler des choses qui ne devraient pas être dites en public. Ah, ben écoutez, attends, donnez-vous au moins la chance de les dire avant de les répéter. On verra après, oui. Oui, c'est ça, on pourra toujours travailler ça. Je vais retourner voir ma salle d'attente pour. Il y a toujours des gens qui payent. Ça monte, là, admettre. Oui. Parce que les gens font souvent ça à la dernière minute, sachant que. Ah oui. Un petit flottement, là. On est 15, vous voyez, ça monte. Ah ben, quand même. Et puis, je ne vois pas les gens que je connais, donc je me dis qu'il y a encore de l'espoir. C'est public. Un événement public. Tout à fait. Ben, en tout cas, c'est surtout les gens du collège, évidemment, qui ont trouvé ça, parce qu'on n'a pas fait de la publicité mur à mur là, dans la Naudière. J'avais une question. Vous me disiez qu'il y avait 2 groupes qui avaient lu le livre, qui avaient lu la Constellation du Lynx, je pense. Oui, mais ça, c'est dans les précédentes années. Là. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. On a parlé de tout ça en vrac. Là, c'était mon collègue François Garceau, qui est de la Naudière. Vous avez peut-être déjà pris une bière avec. Là. C'est pas impossible. Donc, ça fait un bout de temps qu'on avait parlé de ça, parce qu'à l'époque, je lui avais même suggéré, bon, ben, tu le connais, tu l'as enseigné, et puis il dit oui, mais ça fait longtemps. Puis là, avec la COVID, on ne s'est pas revu. Ouais. Alors, je ne sais pas si ce soir, il va. Tu sais, les gens ont des enfants comme vous. Ben oui. Ça arrive. Oui. Donc, les agendas sont occupés. Les célibataires d'inviter les gens. Bon, c'est bien bizarre, ça. Oh, il y a tellement d'options là-dessus. Inviter. Ouais. D'après mon expérience, il faut d'abord surtout s'assurer que le micro est ouvert et que la caméra est ouverte. Oui, là, il ne me voit pas, d'après ce que je comprends. Là, je n'ai pas parti. Oui. En tout cas, moi, je vous vois et je vous entends. Là. On est les seuls, là. Je n'ai pas parti la discussion, vu que je voulais d'abord vous accueillir. Okay. Puis, ah oui, OK. j'ai un piton pour commencer. Alors, c'est là que. Sauf que là, comme je vous dis, il y en a qui rentrent, ça part de partout. Puis, ouais, c'est ça une petite question qui n'est pas fondamentale, mais que je vais peut-être glisser dans la conversation. Quand vous avez écrit, pas juste écrit, mais rédigé, c'est-à-dire la recherche a été aussi longue que l'écriture. Est-ce que vous étiez dans la Naudière à l'époque? En partie, oui. J'ai commencé cette recherche-là quand j'habitais en Abitibi, au bord d'un lac, près d'une 50aine de kilomètres de Rouyn-Noranda. Et au milieu, parce que la constellation, c'est un projet qui, au total, m'a pris 8 ans. Et exactement au milieu, je suis allé vivre à Sainte-Béatrix. Alors, de 2006, en fait, de l'automne 2006 à 2010, à la sortie du roman, j'étais à la Naudière. J'étais dans la Naudière. Donc, j'en ferai mention. Attendez, il y a des gens qui veulent rentrer par une autre façon. Je vais aller voir mon technicien. Ça m'inquiète. Oui, c'est ça, là, mais ça ne marche pas de même, là. Regarde, il y a toute une page de gens là, qui attendent, là. Là, qu'est-ce qu'il faut que je copie l'invitation? Tu vois? Ça, c'est pour inviter. Mais c'est quoi ce monde-là, là? D'où ce qui sortent? Des aliens. Alors, je fais des zooms à tous les vendredis, mais c'est mes étudiants. Et donc, je n'ai pas à me badrer de. Il y a des effets paranormaux. C'est correct. Mais c'était qui ces gens-là? Je pense que c'est du monde que tu peux inviter à l'externe, à l'interne. Je ne comprends pas. Ils ne veulent pas rentrer. Non, c'est du monde que tu peux inviter. Mais pourquoi c'est apparu ce pop-up? Parce que là, ça me nuisait pour. Tu vois, là, il y a des gens qui attendent, là, invités. Mais moi, je peux les admettre. Ah, ben, vas-y donc, parce que je vais le garder quand même. Puis, oh boy. Bon, écoutez, je vais commencer, là, vu que. Ben oui. On va se admettre.
avant que les gens se... Faut que vidéo, muet... Est-ce que vous m'entendez, quelqu'un de l'assistance? Oui. Merci, Matt. Donc, les autres doivent m'entendre aussi si je comprends bien. Alors, écoutez, on va démarrer la rencontre. Bienvenue à tous. Bienvenue à Louis Hamelin, donc notre invité de la soirée. Et donc, oui, disons, c'est ça, on a de la compétition ce soir avec Donald Trump. Donc, on va devoir abréger et il y a des gens qui vont sûrement aller vers les élections américaines. Puis peut-être qu'on va, dans la constellation, on va parler un peu des États-Unis, vu que tout est dans tout. Alors donc, je vais d'abord, si vous permettez, faire votre présentation. J'ai lu la constellation du Lynx, donc de façon accélérée. Alors, je n'ai pas eu le temps d'oublier parce que, honnêtement, c'est un roman tellement dense qu'on pourrait étaler ça sur des mois et être obligé de recommencer pour revenir. Et puis, ce qui n'est pas mauvais non plus, me direz-vous. Donc, Louis Hamelin est un écrivain reconnu comme l'un des plus grands stylistes de sa génération. On a même dit à ses débuts qu'il y avait un style Hamelin. Son premier roman, La Rage, publié en 1989, est considéré comme un livre culte. Il enchaîne les succès avec ses spectres agités, cow-boys, etc. Il vient de publier cette année un titre intriguant, Les crépuscules de la Yellowstone, qui évoque encore une fois son amour pour la nature et les oiseaux. La constellation du Lynx, écrit en 2010, est son 7e roman et est considéré comme le grand roman de la crise d'octobre. Hamelin n'est pourtant pas le seul à avoir exploré cette période trouble de notre histoire récente. Films et documentaires abondent, surtout en cette année des 50 ans. Il n'y a pas moins de 9 romans importants, ou du moins, on peut dire d'une grande famille, là, si je peux me permettre de les nommer rapidement, surtout que certains ont des liens avec la constellation. Jacques Ferron, qui a un peu parti le bal, dont vous allez nous reparler tantôt, parce que c'est un des personnages dont il s'est inspiré pour un des personnages centraux du récit. Victor Lévy-Beaulieu, Un rêve québécois, et pour qui nos racines sont dans le ciel, donc on ne quitte pas la sphère céleste. Yves Beauchemin est plus terre à terre dans l'Amphiroapé, Dominique Champagne dans La Cité interdite, André Ferretti qui nous raconte d'un point de vue intime la vie partisane, Gérald Godin qui a aussi vécu cette crise avec l'ange exterminé, Louis Caron avec les Fils de la liberté plus historique, Nicole Bélanger, Salut mon roi mongol, qui a inspiré le film Les rois mongols de Luc Picard, et finalement François Langteau pour Les nuits tomberont une à une, un polar où la fiction rejoint la réalité, ex-Felkis, qui apparaît dans Constellation. La constellation du Lynx, c'est un récit baroque à l'imaginaire éclaté, un roman enquête, un thriller politique, une fresque vertigineuse composée de pas moins de 40 personnages bariolés, tous inspirés des principaux protagonistes de la crise d'octobre. Mais, selon M. Hamelin, ce n'est pas un roman à clé. Il prétend utiliser l'histoire comme une matière première pour aborder la fiction. Comme on le mentionnait tantôt, parmi ces modèles, on compte Jacques Ferron, qui est le premier à avoir évoqué la thèse d'un complot impliquant la CIA, les services secrets canadiens et autres entités plus ou moins clandestines. Ferron, auquel Hamelin voue une grande admiration, apparaît dans Constellation sous les traits du personnage principal, Chevalier Branle-Queue, avec qui le personnage du narrateur, Samuel Nihilo, tâcheron de la plume, agent double de l'auteur, avec qui il dialogue tout au long des péripéties de l'intrigue et de son enquête sur les contradictions de la crise d'octobre. On pourrait aussi parler au niveau des influences de Mario Vargas Llosa, qui a aussi réfléchi sur la question du pouvoir et des individus et qui s'était mérité le prix Nobel de littérature la même année que paraissait Constellation.
Norman Mailer, un esprit libertaire, anti-establishment, à la plume aussi bien trempée que la vôtre, dans le récit journalistique et ses rapports à la réalité. Vous lui faites même un clin d'œil dans Constellation en reprenant le titre de son roman sulfureux « Le parc aux cerfs » qu'il détourne dans un de ses chapitres. J'achève. Si la constellation du lynx a été unanimement encensée dans les milieux littéraires, les passionnés de la discipline historique sont quant à eux plus divisés. Pour Louis Hamelin, la mort de Pierre Laporte aux mains du FLQ est l'équivalent de l'affaire de l'assassinat du président américain John F. Kennedy aux États-Unis, une chose pas totalement élucidée. On l'accuse de donner dans les théories conspirationnistes, les interprétations biaisées et la paranoïa. En partie, pour répondre à ces critiques, il a rédigé Fabrication, un essai qui aborde les liens entre la fiction et l'histoire et dans lequel il documente ses dires sur un ton souvent polémiste et ce qui lui a valu quelques réponses. Pour l'auteur, la crise d'octobre est restée la face cachée de la Lune québécoise, un trou de mémoire collectif en forme de mise à mort. Vous disiez lors de cette fabrication qui, et ça remonte quand même à quelques années, qui ça peut bien encore intéresser la crise d'octobre? Bonne question. D'abord, bonsoir, merci de m'accueillir. Oui, très bonne question, mais j'avais déjà constaté il y a 10 ans, pour le 40e anniversaire de la crise, à quel point ça remuait encore des choses dans le Québec politique et médiatique et artistique même. Et puis, c'est encore le cas à la puissance 10 cette année pour le 50e anniversaire parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'effervescence. Honnêtement, depuis des années, moi, je m'attends à ce qu'on soit prêt à passer à autre chose à un moment donné, mais on n'est pas encore prêt à passer à autre chose. Et je soupçonne que c'est parce qu'on ne connaît pas encore tout de la crise d'octobre et on a eu une preuve de ça encore cet automne, alors qu'on découvre de nouveaux débats. Par exemple, est-ce que Paul Rose, le héros militant de plusieurs générations, était quelqu'un qui était prêt à tuer de sang-froid pour établir un rapport de force politique? Ça, c'est une question qui a agité les médias récemment, comme vous le savez sans doute. Il y a des nouvelles révélations. Alors, alors je constate que ça intéresse encore les gens et cette année, c'est pratiquement tous les médias qui ont eu leur retour en arrière sur la crise d'octobre. Et ce n'est pas seulement un phénomène médiatique. Il y a eu au Parlement cette demande de pardon pour ceux que moi j'appelle les embastillés d'octobre, les gens qui ont été jetés injustement en prison. Et il semble que c'est moins facile pour le gouvernement fédéral de s'excuser quand il s'agit de Québécois francophones que, par exemple, pour les prisonniers japonais, les internés japonais pendant la guerre. Le gouvernement de Justin Trudeau, particulièrement, s'est excusé de beaucoup de choses depuis qu'il est au pouvoir, mais jamais de cette bavure policière à grande échelle, en fait. Alors, non, moi, je constate que la crise d'octobre fait encore débat et si elle fait encore débat, c'est parce qu'elle n'est pas encore devenue un objet d'histoire figé, circonscrit, parfaitement compris. Et ce qui m'amène donc à persister à dire qu'il y a encore des zones d'ombre, mais qu'on commence à éclairer de mieux en mieux, n'est-ce pas? Oui, on m'a traité abondamment de complotiste et de conspirationniste. Et ce qui est nouveau depuis quelques années, avec ce qu'on pourrait appeler l'avènement des années de Trump, en fait, c'est que complotiste, c'est devenu vraiment une étiquette infamante parce qu'il ne s'agit plus seulement de réfléchir à l'assassinat de John F. Kennedy, par exemple. Est-ce qu'il y avait plusieurs tireurs? Est-ce qu'il y a eu complot? Aujourd'hui, on a des gens qui délirent complètement, comme vous le savez aussi bien que moi, qui disent que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune, qui prétendent même que la Terre est plate. Celle-là, honnêtement, quand on a le moindrement un cerveau, je dis bien le moindrement rationnel,
elle passe difficilement. Donc, être associé à ces gens-là, c'est jamais agréable. Mais ce que je remarque cet automne particulièrement, c'est que je ne suis plus tout seul à prétendre ce que je prétendais déjà à l'époque de la constellation et ensuite dans fabrication, c'est-à-dire qu'en gros, les cellules du FLQ qui ont procédé aux enlèvements en octobre 70 étaient déjà bien connues, et non seulement bien connues de la police antiterroriste, entre autres, et de la GRC, mais étaient même suivies, en fait, dans leurs activités et surveillées. Et ça s'est poursuivi pendant les enlèvements. Et voyez-vous, je ne suis plus le seul à dire ça. Et aujourd'hui, en 2020, il y a des gens aussi différents que Anne-Marie Dussault, journaliste, mais de son propre aveu, ancienne militante libérale. Elle a d'ailleurs travaillé, adolescente, elle travaillait dans l'organisation électorale d'un certain Pierre Laporte. Donc, Anne-Marie Dussault, en entrevue avec Jean Laporte, le fils de l'otage assassiné, a affirmé que les autorités connaissaient les fameuses planques des deux cellules qui sont passées aux actes en octobre 70. Donc, des gens aussi différents que Anne-Marie Dussault et, à l'autre bout du spectre, Louise Lanctot, ex-kidnappeuse de James Cross, qui, dans son dernier livre, c'est un ouvrage qui avait déjà paru, qui a été réédité et augmenté, dans ce livre-là et en entrevue à Radio-Canada, elle raconte des choses. Elle n'avait jamais parlé, en 50 ans, elle n'avait jamais parlé de la crise d'octobre comme telle. Et tout à coup, elle se met à raconter des choses fort intéressantes, comme le fait qu'elle et son mari de l'époque, qui faisait aussi partie de la cellule Libération, la cellule de Jacques Lanctot, avaient découvert très tôt après leur arrestation qu'ils étaient surveillés depuis le tout début par la police. Et le tout début, ça veut dire même avant les enlèvements. Juste un petit exemple de ça, par exemple, elle raconte que quelques jours avant l'enlèvement du premier otage, James Cross, l'attaché commercial britannique, dans l'appartement de la rue des Récollets qui allait servir de lieu de détention à M. Cross, il y a un des felkistes par accident qui a déclenché un tir de pistolet. Il a tiré avec son arme accidentellement. Eh bien, quand Louise Lanctot, et peu après, il y a un livreur de pizza qui a sonné à la porte qui s'était, semble-t-il, trompé d'adresse. Alors, peu après avoir été arrêtée par la GRC, quand elle a été interrogée par des hauts gradés de la GRC, d'après elle, on lui a demandé très rapidement c'était quoi ce coup de revolver-là. Et alors, elle s'est rendue compte que même les événements qui s'étaient déroulés dans cet appartement-là, avant même le rapt de James Cross, avaient été épiés par la police de la GRC qui occupait l'appartement du déçu. On sait qu'ils ont occupé l'appartement du déçu quelques jours avant la confrontation finale, si vous voulez, la négociation. Mais ce qu'on commence à comprendre, c'est que non, cette surveillance-là avait commencé bien avant. Alors, je ne suis plus tout à fait tout seul à prétendre ces choses abracadabrantes. Remarquez que pour ce qui est de Mme Lanctot, moi aussi, j'ai lu son livre. Elle me l'a même gracieusement fait parvenir parce qu'on a jasé une bonne heure et j'aurais aimé ça avoir sa version, comme de tout le monde. Si j'avais pu rejoindre Carole Deveau, je l'aurais fait. Quand on est objectif, on donne la chance aux coureurs de donner leur point de vue. Je pense qu'en éducation, c'est un point important, surtout qu'on reproche souvent aux gens d'être monolithiques. Donc, et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le livre de Deveau, ceci dit, qui est bourré de mensonges et d'exagérations. Bon, mais ça, c'est un autre point. Maintenant, c'est ça, Madame Lanctot a, disons, ça a toujours été, mais enfin, elle a une tendance à paranoïer. Ça, c'est assez remarquable, là. Donc, on peut avoir tout le monde, dans le fond, je comprends. On est tous un peu rendus là. Tout le monde a ses doutes.
mais on partage pas, on n'est pas au même niveau. Donc, il y a des doutes que j'appellerais peut-être plus légitimes que d'autres. C'est intéressant le point de Laporte. Ça, je suis tout à fait en accord avec vous. J'ai entendu l'entrevue avec Anne-Marie Dussault. Là, ce que je ne savais pas, elle n'a pas dit ça en monde, qu'elle était l'ancienne secrétaire et de Laporte et tout ça. Ça, c'est quand même intéressant, mais bon. Comme Mme Bombardier n'a pas dit qu'elle était une grande amie de Mme Cossette. Elle l'a aidée à Paris. Et bref, entre ces gens-là qui se prétendent objectifs en privé, ben, ils ont des amis puis ils ont des partis pris. Alors, je trouve ça succulent ce que vous venez de dire là sur Mme Dussault. Puis le point, c'était ça, qu'effectivement, son fils reconnaissait qu'on va en reparler tantôt, on va régler tout de suite le sort de M. Laporte, donc qu'il était passé, dans le fond, de martyr de la cause à une espèce de faire-valoir. Donc, on l'aurait tué comme 2 fois, puisqu'on l'a traîné dans la boue, on a dit toutes sortes de choses. Et après, bon, il y a eu Jean-Charles Panton, qui a eu quand même le réflexe de faire une biographie sur Laporte. Et bon, on voit bien qu'encore une fois, dans une vie, tout le monde a déjà pris un café avec un mafioso, du moins les politiciens. Et disons, le Parti libéral de l'époque, ouais, c'était ça. Là. Je pense que Pierre Laporte, c'est quelqu'un qui faisait de la politique avec les instruments de l'époque. Et pour le Parti libéral, ça supposait des liens pas toujours très propres avec des travailleurs d'élection qui pouvaient appartenir au clan Cotroni, par exemple. Parce que moi, je trouve que, bon, je comprends que son fils, c'est très émotif, et je comprends que son fils prétende qu'il a été blanchi, entre autres, par l'historien Panton, mais quand Pierre Laporte a été, en principe, blanchi par la commission de police là, en 1974, je pense, il l'a été un peu facilement, je trouve. C'est-à-dire qu'on a prétendu, par exemple, qu'il avait, parce qu'il a déjà participé à une réunion où un certain Dasty était là, qui était un des lieutenants du clan Cotroni, et Diorio, un autre, et on a prétendu qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Bon, n'est-ce pas? Moi, ce genre de dénégation-là, je trouve ça quand même un peu rapide et un peu léger, mais un peu faible. Mais bref, je ne veux pas de toute façon m'acharner. Moi, je pense que je ne suis pas du tout de la sorte de gens qui disent que Pierre Laporte était un pourri total. Je suis sûr que c'était un homme charmant, comme l'a dit son neveu à un moment donné dans un article de journal, une entrevue qui m'avait beaucoup touché. Il disait « Je ne comprends pas comment ces ravisseurs ont pu résister au charme de Pierre Laporte. » Moi, je pense que c'était un homme courageux aussi qui s'est battu et qui a même, je crois, parce que moi, comme vous le savez peut-être, si vous avez lu le roman, je crois même qu'à cette histoire où il a tenté de passer des messages aux autorités à travers les lettres qu'on lui laissait écrire, parce que je sais pour avoir vu toutes les photos, tout ça, là, que de la chambre où il était et dont ses ravisseurs n'avaient pas pensé à boucher les fenêtres avec du papier journal, là, parce qu'ils étaient pressés, c'était un enlèvement très improvisé, n'est-ce pas? Il voyait un immense hangar d'aviation qui avait un gros numéro 12 peint sur le toit. Et après ça, on voit que dans les lettres qu'il envoie aux autorités, on est le 10 octobre et il fait semblant de se tromper, il écrit le 12 octobre. Moi, peut-être que c'est mon esprit romanesque qui s'enfièvre devant un détail comme ça, mais j'ai l'impression qu'il a peut-être fait exprès pour se tromper et écrire 12 au lieu de 10. Alors, c'était 11 peut-être, mais il s'est trompé de date. Bon. Alors, non, moi, je pense que Pierre Laporte et les gens qui disent que c'est le grand oublié de la crise d'octobre, ce n'est pas le grand oublié, on parle encore beaucoup de lui, mais et je ne pense pas que c'était un pilier de la Révolution tranquille au même titre que Gérin Lajoie et compagnie, mais cela dit, c'est un homme qui a été sacrifié par l'État. Et ça, j'ai eu l'impression que son fils, en entrevue avec Anne-Marie Dussault, était tout près de le reconnaître à un certain moment. Il a dit « Ah, il y a eu une suite d'erreurs. » Moi, je ne pense pas que c'était des erreurs. Je pense que de façon consciente, pour la fameuse raison d'État, on a sacrifié un homme alors qu'on était en position de lui porter secours. Parce que moi, je pense que cette maison-là aussi était surveillée par la police.
Au fil des années, j'ai déterré quelques petits indices de ça. Et bon, vous parlez de la paranoïa de Mme Lanctot. Peut-être qu'effectivement, ça s'est développé à force d'être... c'est sûr que quand eux, ils habitaient en France et encore pire à Cuba, quand ils étaient en exil, ils étaient toujours surveillés de très près par les services secrets, tout ça. Mais par exemple, à propos de la rue Armstrong, où a été séquestré Pierre Laporte, le deuxième otage du FLQ. Je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas tous les détails de l'histoire, mais elle raconte qu'elle se trouvait seule dans cette maison-là à un moment donné, puis il y a un technicien de Bell Canada qui sonne à l'improviste pour venir faire une vérification de routine. Bon, moi, ce genre de détails-là, ça m'intéresse de... paranoïa, je ne le sais pas, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a vécu les événements et elle les interprète d'une certaine façon. Elle raconte que les policiers, quand ils les ont arrêtés, ils se moquaient d'eux en leur disant, en leur révélant à quel point ils avaient été la dupe des services policiers finalement. Alors, moi c'est... j'avais jamais parlé, j'avais jamais communiqué avec Louise Lanctot, qui à l'époque était Madame Cossette-Trudel. Par contre, j'ai un des premiers anciens felkistes qui m'avait parlé quand je faisais mes recherches sur la crise d'octobre, c'était Jacques Cossette-Trudel. Et lui, tout son récit va dans le même sens que celui de sa femme de l'époque. C'est lui, un des premiers, qui m'avait dit nous, on surveillait Cross avant de le kidnapper et on s'est rendu compte à un moment donné qu'on était nous-mêmes surveillés par la police. Il se passait des choses bizarres. Et ce que Louise Lanctot raconte, c'est qu'ils étaient surveillés au cours de cet été-là, où ils préparaient des enlèvements. Ils étaient surveillés, ils s'en rendaient compte, mais ils finissent par développer une sorte d'impunité, finalement, de sentiment d'impunité, parce qu'on ne les arrête pas. On les laisse poursuivre leur projet, tout ça. Alors, voilà, c'est mon interprétation assez bâtie, bon, entre autres, sur un témoignage comme celui de Jacques Cossette-Trudel, mais sur toutes sortes de petits faits aussi que j'ai trouvés à propos de cette fameuse rue, n'est-ce pas, la rue Armstrong, qui ne s'appelle plus comme ça parce qu'on a changé son nom pas longtemps après les événements. Donc voilà, est-ce que... oui, peut-être que la paranoïa, de toute façon, ça me semble être devenu un état d'esprit contemporain assez répandu. Assez répandu, peut-être. Mais moi, je continue de prétendre que mon interprétation est assez cohérente, est assez globale, assez structurée. Je me suis attaqué à cette histoire-là comme à un roman, parce que j'étais romancier, je voulais écrire un roman. Je trouvais que c'était une très bonne histoire. Et on m'a posé très souvent la question, mais pourquoi ne pas avoir écrit un essai sur l'histoire, puisque vous avancez des thèses comme ça. Mais au départ, moi, c'est ma recherche qui m'a amené à tirer des conclusions sur l'histoire de la crise d'octobre, à trouver des choses et puis à vouloir les intégrer à ma narration finalement. Au départ, mais bon, c'est vrai que je vous l'avais peut-être mentionné tantôt, dans Fabrication, je me suis un peu vanté, disons, d'utiliser la fiction comme, à la limite, comme un outil d'investigation historique. C'est-à-dire que, et ça, j'y tiens mordicus à cette prétention-là, c'est-à-dire que moi, je pense que l'imagination du romancier peut être un élément utile dans la compréhension de l'histoire. Je pense qu'à un certain moment, surtout quand on commence à regarder du côté des services secrets, de ces activités de l'ombre qui ne laissent pas toujours de traces écrites, n'est-ce pas? Mais je pense que l'imagination du romancier peut être un ingrédient intéressant au moment d'écrire l'histoire de ces événements-là. Alors, c'est ça, j'ai utilisé l'imagination
romanesque, finalement. Je regarde, par exemple, les historiens officiels. Il n'y en a pas encore qui se sont vraiment consacrés à la crise d'octobre. Moi, Louis Fournier, que j'aime bien comme personnage et comme interlocuteur, mais qui a tout faux, à mon avis, et qui devrait complètement réécrire son livre sur la crise d'octobre pour tenir compte de tout ce qu'on sait maintenant. Et je comprends que ça ne lui tente pas, mais bon, Louis Fournier m'accusait de faire du roman, tout ça, évidemment. Moi, ce que je trouve, bon, Louis Fournier, je l'appelle l'historien par défaut du FLQ parce c'est lui l'historien. Dans les faits, c'est lui l'historien du FLQ, mais ce n'est pas un historien du tout, Louis Fournier. C'est pas quelqu'un c'est un journaliste qui a fait une recherche. Les historiens sont extrêmement dépendants, c'est une chose que je constate, ils sont extrêmement dépendants des sources écrites, n'est-ce pas? Un historien comme Frédéric Bastien, c'est des gens qui vont s'avancer à partir des sources écrites. Et c'est très bien, mais le problème, je pense, c'est que dans une histoire comme celle-là, ce ne sont pas toutes les actions qui laissent des traces écrites. On sait maintenant, parce que les policiers eux-mêmes en ont parlé, dont un certain sergent Claude Lavallée de la SQ à l'époque, on sait maintenant que les policiers ont pratiqué à cette époque-là beaucoup d'écoute électronique illégale. Illégale, ça veut dire qu'ils n'avaient pas un mandat d'un juge pour... maintenant, c'est devenu beaucoup plus contrôlé, ces choses-là, beaucoup plus surveillées, mais à l'époque, les joujoux, cette quincaillerie électronique était encore relativement nouvelle et les policiers s'en servaient comme ça abondamment sans trop demander de permission et ils ont pratiqué beaucoup d'écoutes illégales dont le fameux Lavallée en question, lui, il prétend qu'il a espionné même le ministre Laporte en personne avant même son enlèvement parce que la police le soupçonnait de lien justement avec la mafia. Bon, alors moi je pense que quand un policier commet un acte illégal dans le cadre de ses fonctions, on sait que la GRC en a commis plusieurs aussi, là, le vol de la liste de membres du PQ, le vol de l'incendie d'une grange. Bref, on sait que les agents politiques de la GRC au Québec ont commis des actes illégaux dans le cadre de leur surveillance du FLQ. Moi, je pense que quand des actes comme ça sont commis, ça ne laisse pas forcément de traces dans le rapport que le brave flic il va rédiger dans son bureau à la fin de la journée avant de rentrer à la maison. Alors, il y a des choses, spécialement quand on s'intéresse à l'action des services secrets, qui pour moi est évidente, même si encore très floue. Le portrait est encore flou, mais c'est évident que ça grenouillait beaucoup autour de ces événements-là. Tout ça ne laisse pas de traces écrites et c'est là que je prétends, avec peut-être un peu d'outrecuidance, mais c'est là que je prétends que l'imagination du romancier peut l'aider, surtout s'il lit évidemment abondamment des auteurs comme Mailer, justement, comme Vargas Llosa, des gens qui, pardon, des gens qui vont l'initier finalement à l'existence d'une histoire secrète. Parce que moi, je pense qu'à un certain moment, on se convainc qu'il y a une histoire secrète, qu'on ne sait pas tout de certains événements. Parce que la nature du travail des forces policières est parfois de cacher des choses. Je le sais très bien parce qu'en ce moment, j'ai une couple de demandes d'accès à des documents auprès des documents des rapports d'enquête de cette époque-là, par exemple. Et bon, je me fais répondre que d'après l'article, tel article de la loi, ces documents-là ne peuvent pas être communiqués au public. Tout ça, ils ont pour vocation de rester secrets, au fond. Alors, c'est ça. J'ai retrouvé la phrase, là, je ne sais pas si c'est celle-là à laquelle vous pensiez, vous dites, j'ai peut-être été un peu une certaine forfanterie. Mon FLQ fictif de la constellation du Lynx serait bien aussi réel que le FLQ des Felkistes. Oui.
Ça, je calque impudemment une phrase de Norman Mailer, justement, qui, lui, a travaillé beaucoup sur la CIA et bon, l'assassinat de JFK, mais encore plus l'affaire du Watergate, la fameuse affaire du Watergate, et qui dit à un moment donné, parce qu'il a écrit un énorme roman un peu monstrueux de quelque chose comme 1000 pages sur la CIA, qui s'intitule Harlotte et son fantôme. Et en discutant de ce livre-là, à un moment donné, il dit je pense que ma CIA est au moins aussi réelle que celle de gens qui ont travaillé là pendant 40 ans, parce qu'eux n'avaient accès qu'à une partie de la réalité qui était leur sphère immédiate d'intérêt, alors que lui, du haut de son poste d'observateur plus éloigné, il est capable d'embrasser plus large, autrement dit. Alors, mais je reconnais oui, j'appellerais ça, vous parlez de forfanterie, l'impudence d'une telle position. Mais moi, j'aime bien un auteur un peu baveux comme Norman Mailer qui dit oui, j'ai créé ma CIA, j'ai créé une agence centrale du renseignement pour les besoins de mon roman, mais je pense qu'elle est aussi réelle que celle de beaucoup de gens qui ont travaillé là. Vous savez, j'ai eu l'occasion d'interviewer M. Lemieux. Il tient un peu la même position tout le temps, on s'entend là. Mais il y a un argument que je vous propose, vous me direz bien comment vous allez en disposer. Il dit, si la police avait su ça avant que Laporte et Cross étaient là, il dit, pensez-vous qu'il aurait attendu? Il dit, selon lui, la police était quand même assez désorganisée, n'avait jamais fait face à des trucs de ce niveau-là. Et ce qui ne veut pas dire qu'il ne les surveillait pas. Parce que je suis très conscient, comme vous venez de dire, exemple, Jacques Langto et Paul Rose sont fait taper sur la gueule le lundi de la matraque. Il y a eu des vols. Donc, c'est sûr qu'ils étaient tous fichés. Mais c'est là le danger de dire, étant donné ceci, voilà cela. Parce que, honnêtement, puis là, si on est si on dit oui, dans le fond, pour pousser votre raisonnement jusqu'au bout, ils savaient où ils étaient, mais ils n'ont pas voulu agir, puisque de toute façon, il fallait que il y ait mort d'homme. On a même dit dans le cas de M. Cross, parce que dans le fond, tantôt, vous avez dit Laporte, c'était pas le personnage. Mais c'est Cross, le personnage secondaire. Oui. Et le personnage principal, c'est Pierre Elliott Trudeau. Oui. Donc, il y a toute une hiérarchie dans les maîtres et les valets. Et donc, voilà. Donc, comment vous parlez à la police ce génie, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs aussi là, dans le. Bien, ça, c'est vous qui le dites. Quand vous parlez de Lemieux, vous parlez de Maître Robert Lemieux, l'avocat des felkistes, j'imagine. Non, excusez-moi, Louis Fournier. Fournier, oui, d'accord. Oui. Oui. Bon, écoutez, ben, ce qui nous sépare, c'est ça, c'est que lui, il croit à une série d'erreurs policières et de maladresses. Moi, je crois que l'accumulation de maladresses policières est trop grande et finalement ne tient pas la route. En fait, moi, je ne crois pas, j'appelle ça le mythe de l'impréparation des forces policières, parce que si on parle de la GRC, ça fait des années qu'elle a le FLQ dans sa mire, arrivé à l'automne 1970. L'escouade antiterroriste, qui regroupe des gens de la police de Montréal et de la Sûreté du Québec, ils ont déjà eu 2 petites mini-répétitions avant. Ils ont démantelé un premier complot d'enlèvement en juin dans un chalet où le frère de Jacques Langto, se trouvait, avec 2 autres types, dont un ami des Roses et de Francis Simard. Et à ce moment-là, ils ont saisi des explosifs, des communiqués. Ils ont déjà une version du manifeste. Ils savent déjà ce que revendiquent exactement ces gens-là. Ils savent vraiment à quoi s'en tenir. Ils peuvent pas, les policiers ne sont plus innocents rendus à l'automne 1970. C'est pas vrai, ça. Et l'impréparation, personnellement, je n'y crois pas du tout parce que il y a eu trop ces gens-là étaient vraiment trop dans la mire des policiers. Au moins depuis le mois de juin, c'est clair, on savait que le FLQ préparait des enlèvements. D'ailleurs, c'est des choses qui se parlaient à l'époque dans les bars de la place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Montréal, où se tenaient les jeunes
nationalistes et révolutionnaires. Ah, ça va brasser, ça a l'air cet automne, il y a quelque chose qui se prépare, tout ça. Bon, je pense que les indicateurs de police, parce qu'il y en avait, ils n'en étaient pas tous, évidemment, mais il y en avait, étaient aussi très au courant de ça. Ça va brasser, il va se passer quelque chose. Et moi, mon interprétation, je parlais de témoignages tantôt comme d'un gars comme Cossette Trudel, mais je l'ai aussi basé sur deux grandes enquêtes qui ont été faites dans les années 70 par des médias anglophones. C'est peut-être pour ça qu'elles sont moins connues un peu au Québec. Il y a eu une grande enquête, une série d'articles dans le Toronto Star à l'été 1973 et un grand reportage télévisé de la CBC en 1975 où il y avait une vingtaine de journalistes qui ont battu la campagne pendant des mois, dont Louis Martin, grand journaliste québécois de l'époque. Et bon, ces gens-là sont arrivés avec des conclusions qui sont un peu oubliées aujourd'hui, comme quoi, justement, la police connaissait très bien non seulement le FLQ, mais les deux cellules qui allaient se séparer et commettre des enlèvements à l'automne, mais que toutes les forces policières et militaires du Québec étaient sur un pied d'alerte une semaine avant le premier enlèvement. Ça, c'est la CBC qui l'affirme en 1975 dans un documentaire de 2 heures et demie qui a demandé 4 mois de recherche par une équipe d'une vingtaine de personnes. Bon, alors moi, c'est aussi sur du travail journalistique sérieux comme ça que j'ai bâti mon analyse de la crise d'octobre. Et je ne serais pas prêt à accorder l'épithète de sérieux à, par exemple, le fameux rapport Duchesne dont Louis Fournier est assez proche. Le rapport Duchesne, sur certains plans, il est comme celui de la surveillance policière, il n'est pas sérieux du tout. Là. Il s'est fié essentiellement aux assurances des felkistes eux-mêmes et des policiers qui lui ont dit « ben non, on ne les connaissait pas, on ne savait pas ils étaient où. » Alors, c'est ça. Mais bref, non, il y a eu des enquêtes journalistiques sérieuses quelques années après, là, dans les années 70, qui ont trouvé des faits quand même très troublants. Et on parle pas de petits journaux conspirationnistes, on parle du Toronto Star et puis de la CBC finalement. Alors, c'est pas seulement... moi, je pense que ça va au-delà mais évidemment, au fil des années, en développant cette hypothèse-là, en l'étayant, tout ça, c'est sûr que je suis devenu, comment dire, partial, évidemment, dans le sens que moi aussi, maintenant, je défends ma vision de la crise d'octobre contre un Louis Fournier qui défend sa vision de la crise d'octobre et son livre sur la crise d'octobre. Alors, mais je pense que j'ai l'impression que de plus en plus, il y a des choses qui vont peut-être sortir comme moi, en tout cas, ce que Louise Lanctot, que vous qualifiez de paranoïaque. Attention, c'est pas moi qui dis ça, c'est bien des gens. Moi, je la trouvais très sympathique, je l'ai invitée, et puis le lendemain, elle m'a dit non, elle dit, je ne veux pas faire l'entrevue parce que mon frère est sur la place publique, et puis mon mari plutôt, elle dit, j'ai pas envie de revivre ça. Puis là, je la comprenais, tu sais, que moi, je ne l'invitais pas pour faire de la polémique, je voulais, tu sais, bref, c'est pour ça que, comme je vous dis, non, mais c'est ça. On est tous un peu paradoïaques, là. Non, mais c'est ça. Elle a refusé de me parler à moi aussi, mais j'ai compris après coup qu'elle avait accepté de s'ouvrir à Denise Bombardier parce que c'est une amie, dans le fond. C'est la seule à qui elle semble avoir accepté de parler. Et Joël Le Bigot. Ah oui, je l'ai entendu aussi, oui, c'est vrai. Ouais. Ça, je ne l'ai pas écouté. Parce que là, vous me parlez des trucs de journalistes. Je l'ai vu, ça, dans votre livre, mais mettez-vous à ma place. On peut pas tout lire à un moment donné. Ah non, ben non. C'est comme le prophète qui brandit la Bible. Bon, OK, toi, tu nous interprètes ça. Puis, bref, on va y aller avec une question dans l'ambiance enquête policière. Je fais de l'humour, là. Où étiez-vous lors de la crise d'octobre? J'étais en Gaspésie. J'habitais à l'époque, j'avais 11 ans et j'habitais dans un petit village de la baie des Chaleurs qui s'appelle Maria, où mes parents
moi, je suis un natif de la Mauricie. On habitait en banlieue de Montréal, mais on avait déménagé là pour mon père nous avait amenés là pour son travail. Et donc, j'étais à Maria et déjà à 11 ans, je découvrais un peu la vie politique du Québec à travers le journal Le Devoir, auquel mon père était fidèlement abonné. Puis on le recevait avec 2, 3 jours de retard à l'époque parce qu'il le recevait par la poste. Il n'y avait pas de camelot du Devoir au fond de la baie des Chaleurs. Donc, et je me souviens encore, donc j'ai vécu la crise d'octobre à distance. Je me souviens parfaitement bien de la photo des membres de la cellule Chénier recherchés par la police. On offrait, je pense que c'est 50 000 ou qui est devenu 100 000 à un moment donné, ce qui était quand même une somme considérable pour l'époque. Et voilà, j'étais là-bas et c'est beaucoup plus tard que je me suis intéressé de plus près à cette histoire-là en lisant, oui, Pierre Vallière, même si son livre est à manier avec des pincettes, mais son livre sur la mort, sur l'affaire Laporte. Jacques Ferron, encore plus tard. C'est vraiment. Je suis d'abord devenu écrivain et à un moment donné, la crise d'octobre est revenue me hanter comme auteur. Et j'ai. Vous avez raison, il y a quand même une postérité littéraire à octobre. Vous auriez pu mentionner aussi un certain Pierre Turgeon qui a écrit en 90 un dernier blues pour octobre et il y en a eu une couple comme ça. Mais moi, j'avais l'impression, et puis évidemment, il faut penser comme ça pour se lancer dans un travail de cette envergure-là. J'avais l'impression que le vrai livre de la crise d'octobre n'avait pas été écrit encore, évidemment. C'est pour ça que je me suis lancé dans cette enquête-là et finalement dans l'écriture du livre. Ben, bizarrement, vous avez quand même écrit un roman important. La postérité réévalue constamment, mais par rapport à tous les autres, je le montre à l'écran ici. Écoutez, il est costaud, là. Il est imposant de par sa taille et par son style et son écriture. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose. Indépendamment de la crise d'octobre, ça reste un grand roman. Par contre, puis Jacques Langto l'a mentionné dans une entrevue, il dit la véritable histoire du FLQ reste à écrire. Ah. Même M. Fournier est obligé de faire des mises à jour. Là. Il est rendu à 3e et puis lui aussi, il apprend d'autres affaires. Donc, c'est vraiment... tant qu'il va avoir de la vie, je pense qu'on est trop proche de... Écoutez, on vient de voir que Jacques Rose a pris la parole alors qu'il s'était tu depuis 50 ans. Moi, en passant, j'ai beaucoup aimé le film de Félix Rose. Là, je pense que vous l'avez peut-être reçu, Félix, en conférence. J'ai beaucoup aimé ce film-là et effectivement, on découvre plein de choses qu'on ignorait encore sur le FLQ. Il y a aussi toute la série à laquelle Félix Rose a participé sur l'affaire Bachan, qui est un autre aspect de la crise d'octobre. Et ben oui, il y a encore des choses qui sortent plus que jamais parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'étaient tus sur le sujet, comme Jacques Rose, justement, on ne revient pas là-dessus, puis tatata. Et puis, mais tous ces gens-là ont des témoignages à apporter, c'est vrai, et des témoignages qui deviennent un peu urgents dans le sens que ces gens-là ne rajeunissent pas, évidemment, puis à un moment donné... mais oui, c'est des pièces au casse-tête. Il y a comme toute une construction. C'est là qu'on voit, ça fait réfléchir aussi à ce qu'est un événement historique de cette ampleur-là. Je pense que c'est impossible d'avoir une interprétation unique et univoque à cause des complexités, de la complexité même de la chose. Et du fait qu'il y ait quand même au départ 2 camps bien tranchés. Il y a les autorités, et puis alors tout ça fait que c'est impossible d'avoir une interprétation unique d'événements comme ça. 2 camps bien tranchés, j'ajouterais 2 cellules bien tranchées, puisque effectivement, ils ne s'entendaient pas dès le départ sur la. Je veux dire, si les forces de l'ordre étaient organisées ou plus ou moins organisées, le FLQ n'était pas tant que ça, malgré leurs prétentions. Écoutez, quand on regarde rapidement l'enlèvement de James Cross, premièrement, ils n'ont même pas mis leur cagoule.
enfin, plein Ouais. d'affaires. Tu sais, Non, ouais. là, garder, il n'y avait pas prévu, eux, que ça durait pour M. Laporte, là, non, M. Cross, que ça durait 60 jours. Ils étaient installés Mm. dans un 3,5. Ouais. C'était vraiment pas. Puis c'est ça que Louise a commencé à regretter, là, au bout de quelques jours, là. C'est quelque chose, c'est intense, là. C'est Ouais, il insupportable. pensait que ça allait durer quelques jours. Ben Mais, oui, le gouvernement va accepter, puis on va être donc, puis mais les ravisseurs de Cross ont quand même, bon, se sont préparés un peu, ils ont fait de la surveillance, tout ça. Ceux de Pierre Laporte, c'est vraiment complètement improvisé, cette chose. c'est Ils revenaient d'un un voyage. hit and run. Ouais, ils revenaient d'un voyage aux États-Unis. Ils s'en vont vérifier si cette maison-là est sécuritaire. À leur avis, elle l'est. À mon avis, elle ne l'était pas, mais ça, c'est passons. Et ils s'en vont s'installer là et ils regardent dans le bottin téléphonique et ils s'en vont kidnapper quand même, c'est pas rien, le vice-premier ministre du Québec, qui, au moment de son kidnapping, était d'ailleurs le premier ministre en titre parce que Robert Bourassa, non, Robert Bourassa venait peut-être juste de revenir de voyage, mais il était aux États-Unis. Alors, le premier ministre en titre, c'était Pierre Laporte. Et donc, ils s'en vont, ils partent en auto, puis ils s'en vont. C'est un acte un peu. C'est un acte tragiquement improvisé, à mon avis. On a appris ensuite qu'ils avaient même l'intention, ils pensaient même qu'ils ne pourraient pas rentrer dans leur planque et qu'ils devraient se barricader dans la maison de Pierre Laporte pour négocier avec les autorités. Alors, vous voyez, il y avait un degré d'inconscience et D'amateurisme. ouais, quand même, ouais. C'est des gens qui étaient capables de commettre un hold-up là, pour financer leur train de vie de révolutionnaire, mais là, ils se lançaient dans quelque chose d'assez gros quand même. Et puis, mais cette improvisation-là a eu des conséquences quand même considérables sur l'histoire du Québec. Ça reste le grand point tournant. On peut le voir de différentes façons. Est-ce que c'est le coup d'arrêt de la Révolution tranquille, comme il y en a qui l'ont dit? C'est sûr que la mort de Pierre Laporte, ça provoque une onde de choc qui est un virage complet, un revirement complet de l'opinion populaire qui jusque-là était quand même relativement, pas dans toute la population, là, évidemment, pas nécessairement dans la bonne classe moyenne, mais dans beaucoup de milieux populaires, il y avait un certain courant de sympathie pour les revendications des. Et quand le fameux manifeste a été lu en ondes, bon, je pense que les gens, il y avait pas mal d'appui et honnêtement, à ce moment-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois francophones qui se faisaient du mouron pour un obscur diplomate britannique qui était détenu dans un appartement quelque part à Montréal. Alors, mais l'enlèvement puis la mort de Laporte, ça vient tout changer, évidemment. Et là, pour le FLQ, il n'en était sans doute pas conscient au départ, mais pour le FLQ, la mort de Laporte, c'était la mort du FLQ, dans le fond. C'était leur mort. Vous avez dit tantôt que moi, je prétends que parce que les lieux de détention des otages étaient surveillés, ça veut dire que les autorités ont voulu la mort de Pierre Laporte. En fait, ce n'est pas tout à fait ça que je prétends. Moi, je pense que la mort de Laporte est bel et bien une sorte d'accident tragique. Je crois tout à fait à cette thèse là, qui avait été révélée par l'autopsie qu'il a été étranglé avec la chaînette là, pendant une tentative de le maîtriser, tout ça, qui est probablement devenu un homicide conscient en cours d'action. Là. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Jean-François Lisée sur... oui, mais là-dessus aussi, M. Fournier était furieux. Il dit, oui, il commence bien sa carrière au devoir. Ah ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était un article brillant, l'article de Lisée. Oui, mais ça confirme votre thèse, alors c'est sûr que... Oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que je ne pense pas que les policiers qui ont surveillé ces événements-là sans tenter d'y mettre fin, il n'avait pas pensé à qu'un des otages allait mourir. Pierre Laporte, il est mort parce qu'il a tenté de s'évader, il s'est blessé et à partir de là, tout a foiré. Ben,
les policiers qui surveillaient cette maison-là, eux, avaient un autre agenda. On avait intérêt du côté du pouvoir à faire durer la crise, le temps de foutre en tôle un paquet de jeunes militants et de les ficher, de les interroger, de les ficher, et d'infliger le fameux choc psychologique à la population. Parce que moi, je pense que c'est de ça qu'il s'agit. La mort de Laporte, c'est une sorte d'accident, mais en même temps, c'est un bonus pour les autorités, parce que c'est clair que ça signifie la fin du FLQ. Et c'est dans ce sens-là, je pense, encore aujourd'hui, qu'on peut dire que Pierre Laporte a été sacrifié. Il est un homme. Et ça j'espère qu'à un moment donné, on va le reconnaître de plus largement à quel point on aurait pu le sauver. Mais c'était pas, c'est la raison d'État qui a prévalu. Déjà, le fait de refuser de négocier, évidemment, malgré l'appel de personnalités politiques du René Lévesque et compagnie, Claude Ryan, malgré cet appel-là, le fait de refuser de négocier, c'était déjà une sorte de condamnation. Mais le FLQ aurait très bien pu reculer et dire, bon, ben, on a perdu la game, on le libère. Mais tout ça s'est envenimé parce que cet homme-là était un homme combatif. Il a tenté de s'échapper et ça a mal tourné. Son histoire a mal tourné. Dites-moi, ça fait un moment qu'on parle et on n'a toujours pas appris pourquoi ça s'appelait la constellation du Lynx. Et je vous jure, j'ai lu le livre, puis je l'ai trouvé, mais c'est disséminé comme des indices. Vous parlez du Lynx à peu près 80 fois, mais c'est toujours un peu... je peux vous ramener la citation principale, vous pouvez même la lire, elle est extraordinaire. C'est quand vous dites c'est un personnage qui parle, c'est toujours un qui parle à l'autre, donc ça aussi, ça ajoute un peu des degrés de... Des fois, j'ai l'impression que la lumière des faits nous parvient de très loin, comme celle des étoiles mortes. Peut-être que les explications que nous cherchons ne sont jamais que des approximations, des esquisses chargées de sens, comme les constellations. Nous dessinons des chiens et des chaudrons là où ne règne que la glace éternelle des soleils éteints. Oui. Bravo! Ben merci. J'ai bien aimé tantôt quand vous avez dit que la constellation du Lynx, je ne sais pas exactement comment vous avez dit ça, mais était un bon livre, même nonobstant la crise d'octobre, dans le fond. Et c'est vrai que le livre... Nonobstant l'histoire, je veux dire que dans un sens, moi, je m'en fous de la vraie histoire. Quand je lis un roman, j'y crois ou j'y crois pas. Mais là, vous vous êtes mis une couche de plus. C'est pas seulement un livre sur la crise d'octobre. Là est le point. Dans le fond, et quand les gens me demandaient pourquoi tu n'as pas fait un essai, ben, je pense que c'est parce que je ne voulais pas seulement faire un livre sur la crise d'octobre, sur l'événement politique comme tel. J'ai voulu enrober ça de mythes et c'est pour ça que le roman se passe en bonne partie en Abitibi, là, le lieu où vit Samuel Nilo, et où, comme par hasard, je vivais moi-même à l'époque où j'ai commencé le livre. Mais l'Abitibi, dans l'histoire du Québec, c'est important. Il y a d'ailleurs 2 des felkistes qui venaient d'Abitibi, Carbonneau qui venait des environs de Val-d'Or, et il y en a un autre qui a vécu, qui a travaillé en Abitibi. En tout cas, bref, Francis Simard, en fait, qui a passé une partie de son enfance à Val-Paradis, à 400 km de la baie James. Alors, et donc, pour moi, ce décor-là nordique est important parce que ça fait partie d'une mythologie dont fait aussi partie la crise d'octobre. Exemple de ça, l'Abitibi a été colonisée par des ouvriers qui chômaient, qui étaient en chômage autour de Montréal. On voulait un peu s'en débarrasser. On leur a donné des terres pas très cultivables, mais pas chères non plus, dans la bonne vieille Abitibi. Et ces gens-là, à un moment donné, pour plusieurs d'entre eux, l'histoire a mal tourné. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas des agriculteurs, tout simplement. Ils ont reflué vers Montréal, se sont retrouvés dans des banlieues paumées, comme Ville-Jacques-Cartier.
Et comme par hasard, au cours des années 1960, c'est à Ville-Jacques-Cartier que naît le FLQ, la première, c'est-à-dire le FLQ de 1970, en fait, le FLQ des Frères Rose et de Francis Simard. Ça commence à Ville-Jacques-Cartier dans des milieux ouvriers paumés. Alors, moi, c'est ça, je ne voulais pas restreindre ma vision à la seule crise d'octobre. Je voulais raconter une histoire québécoise dont la crise d'octobre fait partie. Et puis, et je voulais aussi raconter l'enquête d'un étudiant en littérature 20 ans plus tard sur la crise d'octobre, qui est amené à cette histoire-là par son professeur qui est Chevalier Branle-Queue. Donc, oui, une espèce de calque de Ferron, Miron, etc. Bien même, hein? Peut-être un peu, oui. Mais je dirais que il y a un éditeur, il y a un ouais, professeur, c'est ça aurait vrai. pu être Robert Comeau. Ouais. Mais Et physiquement, c'est plus Ferron. ouais. Donc à travers toutes ces recherches-là, parce que pendant plusieurs années, j'ai poursuivi les recherches tout en menant parallèlement la rédaction du livre. Et je me disais, pour me consoler de tout ce travail, dans l'espoir que ce ne soit pas tout à fait raté, tout à fait vain, je me disais, au pire, même si je n'ai pas raison dans mon interprétation des événements d'octobre, j'aurais fait un bon roman quand même. Parce que c'est un roman, c'est une fiction qui prétend à la vérité. Ça, c'est une autre histoire. Mais au départ, et je pense que je tenais quand même à ce qu'il soit discuté comme un roman. Là. Je veux dire, c'est un livre qui va au-delà de la thèse politique. Même s'il contient une thèse politique, quand même, c'est très sérieuse, mais je pense que c'est un roman aussi qui va au-delà de la thèse politique. Je reviens sur la constellation du Lynx. D'abord, la constellation du Lynx que j'ai appris, vous me faites faire des recherches, c'est une constellation particulière. Il y a beaucoup d'astres morts. Mais l'idée de la constellation, c'est aussi l'idée de tisser des liens, de faire des liens, donc comme on trace des liens entre les étoiles. Et le lynx lui-même a sa place, semble-t-il, dans la mythologie amérindienne. Oui, et puis, oui, c'est vraiment la figure centrale du roman, mais bon, moi, il y a, d'ailleurs, même sur le plan de la sonorité, lynx, ça ressemble un peu à sphinx. C'est un animal qui est un peu porteur de mystère, tout ça. Mais moi, c'est aussi, pour moi, le lynx, c'est autre chose, comme l'illustre le piège qui est figuré sur la couverture du livre, parce que le lynx, c'est un animal que les trappeurs attrapent au collet, en lui passant un collet autour du cou. C'est donc une figure d'étranglement. Et pour moi, je voyais un lien supplémentaire avec le thème de la mort sacrificielle d'un otage. Je voyais un lien supplémentaire dans cette figure d'étranglement, parce que en fait, je suis parti d'une histoire que m'a raconté un homme en Abitibi la première année que j'étais en Abitibi. Et cette histoire-là est devenue d'ailleurs une des premières scènes du roman. C'est qu'il était allé à un moment donné visiter un trappeur dans sa cabane au bord d'un lac. Et le trappeur l'avait amené dans sa cabane. Il avait montré un lynx attaché, vivant, dans sa cabane, qu'il avait attrapé vivant dans un collet. Et devant lui, sous ses yeux révulsés, le trappeur avait mis des gros gants très épais et avait attrapé le lynx et l'avait étranglé devant lui. Et l'homme qui m'avait... Parce qu'il disait, c'est impossible d'apprivoiser un lynx, alors je vais m'en débarrasser. Il l'avait étranglé. Et l'homme qui m'avait raconté ça m'avait dit une chose qui m'avait marqué. Il m'a dit, j'oublierai jamais ça. C'est une histoire qu'il me racontait qu'il avait vécue de plusieurs années auparavant. Et quand j'ai entendu ça, j'étais déjà, je pense, j'avais commencé à fouiller l'histoire d'Octobre et j'ai su que je tenais une image fondatrice, le lynx comme bête sacrifiée, comme figure d'étranglement et comme créature sacrificielle aussi, parce que c'est une espèce de sacrifice. Alors, pour moi, le lien avec cet otage qui... au début, revient sous la forme d'un spectre hanter la petite maison de Samuel Nilo au bord du lac.
On voit le sillon d'étranglement, justement, qui est sanglant. C'est un spectre, évidemment, comme dans Shakespeare. Et ben, pour moi, le lien était évident avec la figure du lynx. Et vous avez raison, le mot constellation donne un peu la formule du livre, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une histoire gigantesque, la crise d'octobre et tout ce qui s'est passé autour, parce que moi, j'ai tenu à rendre un certain contexte international, dont on parle un peu plus d'ailleurs cet automne, j'ai remarqué le fait, par exemple, qu'il y avait d'autres felkistes qui sont allés revirer en Algérie. Bon, il y avait Cuba, il y avait l'Algérie et la gang de Lanctot, quand ils sont passés aux actes, ils étaient inspirés par les Tupamaros d'Uruguay, hein, au fond. Alors, il y a vraiment un contexte. D'une part, il y a des luttes de décolonisation qui ont cours ailleurs sur la planète et il y a un contexte de libération nationale, un contexte révolutionnaire, en fait, que ces garçons-là ont adopté. Et donc, voilà, ça, je voulais rendre le contexte aussi plus large. Euh, et, et, donc, comment raconter cette histoire-là? Bien, la seule façon de le faire, je m'en suis aperçu à un moment donné, c'est de la fragmenter et de tenter de la reconstruire. Donc, la figure de la constellation, c'est un peu ça aussi, c'est de relier des morceaux épars, dans le fond. Je viens de retrouver une autre de vos citations que j'ai trouvée dans votre livre qui confirme un peu ça. La vie n'est pas un roman d'espionnage, mais on peut avoir besoin d'imagination romanesque pour saisir une partie de la réalité. Oui. Mais moi, j'ai encore cette conviction depuis ces années-là, et peut-être plus que jamais maintenant, on n'aura jamais fini de comprendre tout à fait la crise d'octobre tant qu'on n'aura pas mieux saisi tout le jeu des services secrets qui grouillaient autour de cette histoire-là. Parce que c'est clair que l'ancien responsable du contre-espionnage de la GRC, là, M. Bennett, qui à un moment donné s'est réfugié en Afrique du Sud, je pense, après une dépression ou quelque chose, disait à un moment donné, pendant la crise d'octobre, il y avait 60 agents de la CIA à Montréal et on ne savait pas toujours ce qu'ils travaillaient pour eux, ils ne travaillaient pas nécessairement avec nous. Alors, bon, il y a ça, il y a le MI6 ou MI5 britannique qui était sûrement assez intéressé par ce qui se passait ici, parce que c'est un citoyen britannique qui a été kidnappé. Un citoyen, d'ailleurs, qui aurait fait partie, au moins à un moment donné, de la grande communauté du renseignement. Et, une fois, mon père. Comment? Une fois. Oui, une fois. Oui, mais ça, vous savez, hein, c'est comme... j'ai parlé de ça avec un type à un moment donné qui me disait, ouais, ça c'est comme le gars qui trompe sa femme et puis qui se fait prendre sur le fait, quelle est la meilleure défense? Il va dire, c'est arrivé juste une fois. Bien, la défense de Cross, ça fait penser à ça. Karl Leblanc l'a cru. J'allais le nommer. Leblanc l'a cru. Parce que dans ce livre-là, on découvre quand même que Cross avait déjà eu affaire sous un nom de code Stone, sans dire. Bon, je sais que ce n'est pas une indication, mais il y a quand même beaucoup d'éléments. Louise Lanctot, en entrevue, vous avez dit tantôt, en entrevue à Joël Le Bigot, elle a lâché à un moment donné un truc qui a attiré mon attention. Elle a dit qu'après son arrestation, elle avait été interrogée au grand quartier général de la GRC à Westmount par un haut gradé qui s'appelait Bennett. Bien, Bennett, il ne devait pas en avoir tant que ça, des hauts gradés au Québec de la GRC à l'époque qui s'appelait Bennett. Bennett, à mon avis, c'est probablement le responsable du contre-espionnage à l'époque au Québec, qui était le Bennett dont j'ai parlé tantôt. Fait qu'elle aurait été quand même interrogée par nul autre que le responsable du contre-espionnage canadien. Je me demande pourquoi. Mais bref, il y a comme ça, là, je tisse une autre conspiration, une autre constellation, je veux dire, je suis en train de faire du tricotage, là, mais il reste qu'il y a évidemment une présence des services secrets. Il y a un jeune gars, autre ami de Jacques Lanctot et d'un autre ravisseur de James Cross qui s'appelle Yves Langlois, un gars qui s'appelle Richard Brosse, qui, étrangement, au moment même où
son ancien complice du FLQ et un autre gars qui l'a fréquenté dans les dernières années détiennent un otage anglais à Montréal. Ce gars-là, Richard Brosse, ancien felkiste qui vit à Londres, pardon, depuis quelques années, est arrêté, jeté en prison sous un prétexte qui parfois a l'air un peu obscur. Là, il semblerait qu'il a été accusé d'assaut et il se serait suicidé par pendaison. Ils l'ont retrouvé pendu dans sa cellule. Semble-t-il qu'il se serait suicidé au moment même où Scotland Yard venait l'interroger sur ses liens avec le FLQ. Il y a un certain petit mystère là-dedans. On va rajouter une couche. Il y a même des gens qui ont prétendu qu'il avait été assassiné en prison. Oui, je ne suis pas loin de penser que ça a bien du bon sens, mais on ne partira pas sur cette histoire parallèle-là. Mais disons que c'est quand même une drôle de coïncidence que parce que, bref, et il y a toutes sortes d'allusions dans les journaux à l'époque à cette histoire-là, mais qui est un peu en marge, qui est passée un peu inaperçue des Québécois comme tels. Mais bref, voilà, moi je pense que tant qu'on n'aura pas mieux saisi le grand jeu des services secrets, il va nous manquer encore des éléments. Et la grande question que je pose d'une façon sans doute un peu provocatrice, c'est celle-là. Est-ce que James Cross, en 1970, à l'automne 1970, était en mission au Québec, finalement? Est-ce que... Je vais vous redonner... Vous l'avez lu, le livre? Je ne suis pas le premier qui émet cette idée-là, évidemment. Là, le livre de Carl Leblanc, oui. Vous avez lu le livre de Carl Leblanc? Oui. Moi, je le découvrais. Et puis, honnêtement, moi, ce que je retiens de l'argumentaire, qu'est-ce qui faisait le plus de peine à M. Cross? C'était que sa femme et sa fille souffraient énormément. On a même annoncé sa mort. Il l'a entendu. Il s'en est jamais remis, je veux dire. Puis là, les autorités l'ont mis sur une tablette. On ne lui a pas donné beaucoup d'argent ni d'attention. On était en train d'écrire on appelle ça là, sa cold meat. Là. On l'avait déjà déclaré mort. Donc, eux autres non plus, ils n'aimaient pas trop qu'ils reviennent à la vie et que, donc, ce pauvre Cross, il n'était vraiment pas... je veux dire, en tout cas, l'idée qu'il aurait tout fait ça sur son compte, c'est lourd à porter. Oui, vous acceptez sa version des faits, c'est correct. Mais du contraire, en tout cas, ça m'a. On va le voir, on va l'inviter après-demain, donc je vais revenir peut-être là-dessus, mais vous voyez Carl que. Leblanc? Pardon? Carl Leblanc, vous voulez dire? Ah oui, OK, oui. Parce que non, c'est ça, mais en tout cas. Des constellations. Oui, mais disons que. C'est ça, attaché commercial à Montréal à l'époque. Moi, je pense que ça fait une belle couverture pour un agent. De toute façon, il y avait beaucoup. On était en pleine guerre froide, hein, ça fait qu'il y avait beaucoup il y avait beaucoup de ce genre de choses. Mais parce qu'à partir du moment où on dit les enlèvements ont été d'une certaine manière prévus par la police, on les a laissés arriver. À ce moment-là, si on a un des futurs otages qui est pas complètement innocent politiquement, disons. Bref, c'est une hypothèse. J'avoue que celle-là, ça va prendre peut-être un petit 10 ans encore avant d'arriver avec quelque chose de sérieux là-dessus. Là. Mais, et d'autres documents secrets qui émergeront après être déclassifiés. Il faut se méfier aussi de l'information, des informations, tout ce jeu-là. Et je sais que dans la thèse de Jacques Ferron et d'un historien qui a écrit sur Ferron aussi, Georges Langlois, il y avait un document important, c'est que pendant la crise d'octobre, il semble-t-il qu'il y a un document, un message de la CIA qui aurait été coulé à un journal, je pense que c'était le Montréal Star, et c'est un message qui aurait été intercepté par quelqu'un qui disait que la CIA donnait ordre à tous ses agents au Québec de rompre leur contact avec le FLQ parce que ça risquait d'avoir, après les mesures de guerre, ça risquait d'avoir des conséquences fâcheuses. Eh bien, figurez-vous que des années plus tard, on a appris par un
un défecteur russe qui s'est réfugié aux États-Unis, je ne me rappelle pas de son nom, là, qui a écrit un livre que lui, parmi toutes les choses qu'il a révélées aux Américains, il disait que ça, c'était un coup des services du KGB, en fait, des services secrets russes, pour embêter les Américains. En fait, donc, eux auraient créé de toutes pièces un lien entre la CIA et le FLQ pour... voyez, moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, avec les services secrets, c'est qu'on est souvent dans la très grande subtilité. C'est des choses qui sont... on n'est pas souvent en face d'évidences tranchantes, on est souvent dans des histoires qui demandent réflexion. On n'est plus dans le ciel, on est à 100 000 lieues sous les mers. Oui, ben là, c'est l'histoire, c'est ça, l'histoire secrète. Il y a une histoire de l'ombre. Ça, je pense que pour moi, c'est indéniable que, mais ce ne sont pas tous les événements qui sont voués à garder une partie secrète, là, comme un iceberg, finalement, qui a une partie est toujours immergée. Mais je pense que il y a l'information de surface, puis il y a l'information qui est plus cachée, en profondeur. Dans le fond, en conclusion, le nœud du problème, puis là, je vais vous reciter, puis c'est une citation assez subtile. Le problème de Chevalier était devenu le sien. Nous vivions à une époque où l'idée même de conspiration avait été réduite sous les espèces du complot et de la conspirationnite, à la permanente caricature d'elle-même, discréditant d'avance toute tentative de réflexion un peu soutenue sur le thème des manipulations politiques. L'incessant bombardement communicationnel de la toile avait gommé les derniers repères permettant de distinguer entre les catégories du délire et du sérieux. Uh-huh. On croirait dire du Michel Houellebecq. Vous êtes allé chercher une citation très éclairante. Effectivement, je pense que quand on est rendu dans le pur délire, ça devient difficile de discerner ce qui fait sens et ce qui n'a aucun sens, mais je pense qu'on ne devrait pas s'empêcher pour autant de réfléchir sérieusement à des événements politiques et au dessous de ces événements politiques-là, par peur de se faire accuser justement de délirer, de raconter n'importe quoi. Mais là-dessus, moi, je suis quand même capable, je me considère que je me suis déjà qualifié un peu ironiquement de conspirationniste critique, dans le sens que je pense qu'il faut demeurer critique, ce que ne sont pas toujours par exemple, les Alexis Trudel, qui est d'ailleurs le fils de l'autre, hein, le chef des conspirationnistes québécois actuellement. C'est le fils d'un ancien felkiste et ravisseur de James Cross. Ça ne manque pas de sel, comme on dit, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher de réfléchir quand même sérieusement et qu'on peut être un conspirationniste critique, c'est-à-dire on peut avoir... Moi, je pense que les manipulations que j'appelle politico-policières, ça existe. Dans un article qui va sortir sous peu dans la revue Liberté, je fais un peu une synthèse de mes opinions sur la crise d'octobre, de tout ce qu'on a parlé à soir, et j'en rappelle une couple d'histoires qui, elles, sont désormais prouvées, dont une assez récente là, à Toronto avec des jeunes islamo-terroristes qui ont été complètement framés, pensez-moi le québécisme, par les autorités de la GRC et compagnie, et donc, et le SCRS, voilà. Mais bref, voilà, je crois qu'il y a parfois des manipulations politico-policières. Je préfère cette appellation-là maintenant à conspiration et complot parce que c'est devenu des termes chargés, comme vous le disiez, et puis et qu'on ne doit pas s'empêcher de réfléchir et voir au besoin de mener notre petite enquête sur des événements comme ceux-là, parce que souvent, oui, il y a anguille sous roche, et je pense que ce qui me surprend beaucoup, ce qui me surprenait dans mes recherches, mais qui me surprend encore plus maintenant, c'est à quel point les gens, il y a comme un blocage, les gens sont incapables d'imaginer des forces policières qui ne travailleraient pas pour le grand bien, avec un B majuscule, de la communauté, des forces policières désintéressées, tout ça.
Alors qu'il y a là-dedans des gens qui font carrière, des gens qui sont prêts à tourner les coins ronds. Il y a des gens comme le chef de l'antiterroriste à l'époque, Julien Giguère, qui était, je pense, un, je ne sais pas comment l'appeler, le qualifier, un magouilleux de la pire espèce. Mais en tout cas, bref, les policiers, et spécialement quand on a une brigade spécialisée comme l'escouade antiterroriste à l'époque, il y a des gens là-dedans qui étaient prêts à, disons, qui avaient de l'ambition et qui, moi j'ai entendu toutes sortes d'histoires, là, comme j'ai lu le courriel d'un ancien policier qui disait en gros, là, je l'exprime dans mes mots, qui disait, ben, tu sais, les policiers, ils aiment ça savoir qui a commis les crimes. Ça fait que quand tu les fais commettre par des éléments que tu contrôles, au moins tu sais qui a fait le coup. Bon, ça ressemble un peu à une caricature, mais bref. Et ça me frappe de voir à quel point les gens sont incapables d'imaginer, par exemple, que les policiers auraient pu être en mission espionner les ravisseurs de Pierre Laporte, mais s'empêcher d'intervenir parce que les ordres, c'était pas ça. Les fameux ordres dont on parlait Michel Brault, ben, c'était pas ça. Et puis, les gens, il y a comme un tabou, les gens ne sont pas capables d'imaginer de si mauvaises intentions à la police. Ben, moi, quand je regarde d'autres histoires en dehors de la crise d'octobre, ben, voilà, j'ai des petits doutes. Ben, je les partage. Merci beaucoup. Peut-être que si vous avez quelques minutes, on peut voir si notre public a des Oui, réponses. je vais aller voir. Je ne sais pas s'il y en a qui sont intervenus sur le. Non, habituellement, je demande aux gens de lever la petite De main, poser, oui. d'allumer leur caméra. On est en petit groupe, là, Oui, on pourrait. Ben oui. Donc, mon collègue Olivier Roy. Salut. Bonjour, bonjour, mais merci Louis Hamelin de votre participation à la semaine de la philo. Moi, je suis un collègue d'Alain, j'enseigne la philosophie à Terrebonne depuis Ça fait un plaisir. une quinzaine d'années. Puis j'ai beaucoup apprécié votre roman que j'avais lu il y a un bout déjà. Puis je tenais à vous remercier d'abord de votre participation. On a eu vraiment une semaine de la philo comme cette session-ci, grâce à Alain. C'est comme incroyable avec des intervenants de qualité. Des intervenantes de qualité comme vous. Puis, je ne peux pas m'empêcher comme de peut-être faire un peu de millage sur ce que vous étiez en train de dire, dans la mesure où ça me semble important, parce que c'est une question, au fond, sur laquelle on est revenu quelquefois déjà, alors qu'on est au début de la semaine de la philo. Ça me semble important comme d'insister. J'ai beaucoup aimé comme ce que vous venez de dire. C'est vrai, ça. C'est vrai. Mais pourtant, quand on regarde le passé de la police canadienne puis des services secrets canadiens, les histoires comme abracadabrantes, les extravagances les plus... tu sais, comme... En fait, tu sais, c'est comme... En règle générale, les complotistes puis les conspirationnistes, les gens qu'on qualifie comme tels, leurs élucubrations sont bien sobres face aux faits qui sont documentés. Puis on parle juste comme de cette portion-là de l'histoire qui est documentée. On sait que face au FLQ, puis face aux différentes mouvances souverainistes, c'était pas les budgets qui manquaient, c'était pas l'intérêt du fédéral qui manquait non plus. Puis les pratiques, on sait aussi que les codes en temps normaux, ils valaient plus. C'est comme face à la menace séparatiste. Donc, je pense que c'est clair que depuis un certain temps, l'idée même de conspiration a mauvaise presse, mais ce serait dommage, comme ce que vous étiez en train de dire, de s'empêcher de penser comme des conspirations, puis de simplement abdiquer notre droit à remettre en question les versions officielles qui nous sont présentées par les institutions en place. D'ailleurs, personnellement, puis je dois dire que, tu sais, comme je ne veux pas
pour toutes les personnes qui sont ici, moi, je donne souvent le premier cours de philo, puis l'esprit critique est au cœur comme du haut, puis on essaie. Je ne veux pas inviter les gens à se lancer dans toutes sortes de théories, comme qui pourraient rencontrer, puis légitimer tout et rien. Mais ça reste que ces conspirations-là, comme, mettons, imaginées ou pas, réelles ou pas, puis ça semble... c'est donc bien horrible, hein? C'est donc bien horrible que les gens comme se mettent à penser comme tout et rien comme ça. Puis on le déplore. Puis il y a une certaine élite qui méprise ça. Puis, mais il y a comme un renversement des responsabilités. C'est comme... si on avait comme... est-ce qu'on a comme... Quand on regarde la feuille de route là, des institutions publiques, est-ce qu'on a des raisons d'avoir confiance? Est-ce que nous, comme citoyens, citoyennes, puis par le passé également, est-ce qu'on ne s'est pas fait souvent avoir? Est-ce que les institutions ne devraient pas comme attaquer ce problème-là comme une responsabilité qui leur revient? C'est-à-dire, OK, il faut travailler sur la transparence, il faut travailler sur des mécanismes comme d'accessibilité de la documentation. Vous disiez que vous faisiez des demandes d'accès à l'information. Mais bien concrètement, là, ici au Canada, on n'a pas de l'accès à l'information, on a de l'accès aux documents. Oui. C'est ça. Fait que, si vous demandez comme accès à une information précise, il est fort probable qu'on vous répondra que on a besoin que vous évoquiez le document que vous aimeriez avoir. Oh, oui, non, on ne va pas vous produire des statistiques. Là. C'est pas les démarches faciles. Il y a comme c'est un labyrinthe. Là. Exact. Exact. Donc, comme, en tout cas, il y a une sorte de renversement des responsabilités. Comme, il faut cultiver cette confiance-là vis-à-vis des institutions publiques. Puis, c'est ça. Dans le cas, c'est comme des événements d'octobre, ça me semble encore plus, je sais pas, ça me semble encore plus vrai, étant donné les quelques choses qu'on a appris puis que vous avez évoquées ce soir sur le travail des services secrets durant cette période-là, l'intérêt de Pierre Elliott Trudeau pour la question. Vous avez parlé c'est parce que c'était carrément une guerre et donc tous les moyens étaient permis. Oui, vous avez parlé des budgets tantôt. Il y a une fameuse déclaration de Marc Lalonde, là, qui était le bras droit de Pierre Trudeau déjà à l'époque, à la fin des années 1960, une citation qui pourrait se retrouver, là, où il a dit à la GRC « Il faut espionner le Québec comme si c'était une puissance étrangère ». Quand même une déclaration assez juteuse, n'est-ce pas? Marc Lalonde a déjà dit ça à un moment donné. Moi, je trouve qu'autre grand mythe sur la crise d'octobre, c'est que les coups fourrés de la police, d'après des gens comme Louis Fournier, par exemple, ça a commencé après la crise d'octobre, parce que là, la police ne voulait pas se faire repasser un sapin, alors il aurait commencé ensuite à commettre des gestes illégaux. Et moi, je pense que non. Quand on pense que je ne sais pas si vous vous rappelez qui est Yves Duhem. Il a été ministre sous le gouvernement Lévesque. Il a été ministre des Ressources naturelles. Yves Duhem, député du Saint-Maurice. Yves Duhem, en avril 1970, était juste un petit militant du PQ en Mauricie. Et il a découvert, puis ça c'est une histoire qui est documentée, là, il a sorti ça dans la presse à un moment donné, a découvert qu'il était écouté électroniquement par la GRC. Il était un simple militant du PQ avant la crise d'octobre et il était déjà dans la mire des services secrets. Il y avait des micros dans sa maison. Alors, et les coups fourrés de la police, ça a commencé même avant la crise d'octobre et la crise d'octobre fait partie d'un déploiement de stratégie, je pense. Mais bref, moi, c'est ça. C'est quand je parlais tantôt de moi comme d'un conspirationniste critique, ce que je voulais dire, c'est que
je trouve important de demeurer sceptique, parce que je pense qu'en philosophie, le scepticisme, c'est peut-être une des attitudes les plus importantes, là. C'est que il se trouve que dans ce cas-là particulier, je suis encore plus sceptique devant la version officielle que devant les autres explications sur lesquelles je suis tombé au fil des ans. Mais il ne faut pas s'empêcher, je ne veux pas être un croyant crédule, il ne faut pas s'empêcher d'être d'abord et avant tout sceptique devant n'importe quelle nouvelle information. Et donc, c'est sûr qu'il faut, pour moi, c'est une démarche intellectuelle. Il faut vraiment être solide, contrairement à tous ces gens, justement, qui lancent aujourd'hui des énormités sur le web sans prendre la peine de vérifier rien du tout. Alors, il faut garder quand même une tête claire et essayer d'être méthodique et organisé et oui, sceptique. Ah, tout à fait. Je peux pas être en désaccord avec ça. Votre roman montre bien aussi, c'est l'intérêt, je pense, comme de la littérature, comme que vous évoquiez comme dans le travail d'histoire. Ben, c'est de nous mettre aussi en contact avec la complexité comme des patentes comme nous autres, des êtres humains, d'être en mesure comme de dépeindre la complexité des motivations. Ce qu'un rapport d'enquête peut difficilement peut-être comme trancher ou dépeindre, ou même un historien, tu sais, comme... Il y a ça aussi dans Octobre, je pense, dans la crise d'Octobre. Puis on le voyait comme durant les autres conférences aussi. Il y a quelque chose comme... C'est pas pour rien qu'on a du jus, je pense, pour penser beaucoup comme ça. C'est parce qu'on est proche de la micro-histoire aussi, comme on est très près. Oui. Étant donné qu'il y a un nombre limité de personnes, quand même, tu sais, on parle d'un nombre limité d'acteurs. Oui. Vis-à-vis comme la taille des événements, on est, tu sais, comme très rapidement, quand tu t'intéresses à Octobre, tu finis par t'intéresser à ce qui s'est dit autour d'une table de cuisine. Puis il y avait 5 personnes. Oh, oui. Là, oh, bon, t'es vraiment dans la micro-histoire. Là, tu as les enjeux, comme une autre couche qui est comme la couche large de l'histoire, des rapports entre le Canada et le Québec. Bon, l'histoire internationale aussi, les mouvements de décolonisation. Fait que, il y a comme l'intrigue, c'est très, très genre policière là, ou suspense thriller. Des personnages forts. Puis de l'autre côté, comme des couches historiques. Ouais. Ouais. Puis, Mais en défendant ce livre-là, je me suis rendu compte à un moment donné que je ne croyais pas tout à fait à une conception de la littérature comme un art du beau avec un B majuscule complètement détaché du réel parce qu'il y a des gens qui me demandaient mais tu n'es pas obligé de descendre dans l'arène politique. Là. Tu sais, je veux dire, tu as fait un roman, c'est très bien, il est très bon. Pourquoi tu éprouves le besoin? Parce qu'à l'époque de la sortie du roman, j'ai polémiqué dans les pages du Devoir, entre autres, avec Fournier, avec Antoine Robitaille, qui était au Devoir à l'époque, avec des gens et les gens me demandaient, mais pourquoi tu descends dans l'arène? Tu as fait ton roman, c'est de la littérature, Louis, tu n'es pas obligé de... Mais moi, je n'arrivais pas à... Je voulais que mon roman ait une importance par rapport à l'histoire du Québec aussi, c'est-à-dire que son discours soit important, que son discours soit valable, même si théorique, en principe, c'est une œuvre de fiction. Mais moi, je me disais, cette œuvre de fiction-là, j'ai trouvé des choses en l'écrivant et cette œuvre de fiction-là, elle défend un discours qui est quand même important. Alors, donc, ce n'est pas une littérature. Le roman, c'est un art pour moi qui se compromet avec la vie, avec la vraie vie, avec l'histoire. C'est pas, je ne crois pas. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'écrivains, je pense, qui croient à l'invention pure, mais moi, je crois quand même à l'utilité de la littérature dans le réel, y compris pour nous ouvrir les yeux dans le réel, finalement.
Alors, c'est ça. Au fond, je pense qu'on comprendrait mieux, tu sais, comme ces craintes-là ou ces préoccupations-là en disant, ben, tu sais, je pense que ce qu'on redoute, c'est pas tant que les littéraires s'avancent pour faire œuvre utile comme dans la production des faits, mais qu'on rappelle, par exemple, que les historiens, ben, quand ils écrivent, ben, ils font un peu de la fiction aussi. Il y a ça aussi, oui. Les journalistes, Ouais. ils nous racontent des histoires, ils écrivent, Oui. ils font appel à des ressources qui sont littéraires. Oui. C'est ce qui fait dire au Samuel Nilo du livre, à un moment donné, de façon un peu baveuse, encore là, c'est ma fiction contre la leur. C'est-à-dire que lui, il prétend que sa fiction va combattre la fiction officielle. Finalement, on est dans la fabrication d'histoire. Oui. Ouais. Merci La beaucoup. fabrication de l'histoire et la fabrication d'histoire. Ben, merci de ce commentaire. Oh, merci à vous. Je pense que ça fait le tour. Merci encore de nous avoir éclairé la lanterne. Je ne sais pas si les gens nous quittent. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser une ultime question? Je pense qu'il y a 2 personnes. Ouais. Moi, j'aurais peut-être une dernière. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On t'entend? Ben, moi, je t'entends. Oui. Donc, je voudrais premièrement vous remercier, M. Hamelin, d'avoir été présent ce soir. C'est vraiment plaisant d'avoir pu écouter votre présentation malgré les élections américaines. Regardez ça, là. Je ne vais pas retenir longtemps, mais j'ai réussi à mettre la main cet été sur Crépuscule, la Yellowstone. Je n'ai pas encore terminé, mais j'aimerais aussi souligner peut-être la petite intervalle que vous aviez faite dans le livre concernant le bois Beckett, que je trouve peut-être un petit parallèle avec qu'est-ce que Olivier vient de dire ce soir, où est-ce que même en faisant des récits et tout le kit, on peut pas vraiment être en dehors un peu de la politique sans vraiment un peu pas faire de récits. Et ce que je veux dire avec le bois Beckett, c'est que le petit passage évoque le fait que même si on est en nature, on est toujours près du trafic, on est toujours près un peu des bruits en quelque que ce soit. Et c'est ce que j'aime un peu en particulier de votre littérature, c'est que c'est toujours un mélange un peu de tout ce qui nous entoure, même si le roman, peut-être La Crépuscule, porte vraiment sur une époque antérieure. Ouais. Oui, le bois Beckett, c'est un exemple c'est une nature en liberté surveillée, dans le fond. On a accepté de protéger une très belle forêt, là, mais qui n'est pas immense. Quand on est au cœur de ça, on entend encore l'autoroute au loin. Et puis, c'est ça, oui, c'est un autre sujet, évidemment, les crépuscules de la Yellowstone, ça parle de notre rapport à la nature et de son évolution depuis 2 siècles. Et je pense que ça aussi, c'est politique. Notre rapport à la nature est devenu politique parce que, et spécialement, tout ce qu'on voit arriver autour d'une ville comme Sherbrooke, par exemple, étalement urbain, tout ça, c'est des règlements municipaux, c'est du petit magouillage pour augmenter les comptes de taxes, les revenus de la municipalité. Tout ça, même ça, c'est politique. Le rapport à la nature, on n'est pas dans quelque chose d'éthéré et d'idéalisé, non, on est dans, c'est ça. Alors, oui, donc je suis content que tu lises ce livre-là. On est tout à fait, je me disais que j'allais, avec ce sujet-là, je passais enfin définitivement à d'autres choses que la crise d'octobre. Donc, l'automne 2020 s'est chargé de me ramener un peu quand même dans le droit fil d'octobre. Mais oui, alors, moi, écoutez, mes 3 grandes passions dans la vie, c'est la nature, c'est la langue et donc la littérature, et c'est l'histoire. Histoire politique, tout ça. J'ai toujours été un mordu d'histoire et la politique vient avec ça, évidemment. Alors, la littérature, ça me permet de faire les 3, parfois en racontant une même histoire, de toucher à ces 3 aspects-là. Alors, c'est pour ça que je suis un homme heureux, finalement. Cool. Merci beaucoup. On est bien content d'avoir échangé et faire partager ça avec vous. Ça a été un grand honneur et voilà. Merci de m'avoir invité. Ça a été très agréable.
je vais nous souhaiter collectivement des bonnes élections ce soir. Merci. Enfin, on s'en ça va va être long. pas trop. Hein? On sait qu'on a pour 3 mois de ouais. conspiration. Oui? Oui, OK, salut. Je vous souhaite le bonsoir. Merci beaucoup de La l'invitation. gardienne. encore. Allez, tout le monde au lit. Bonne nuit. Salut. Au revoir. Merci. Merci. Merci, Gabriel, de ton intervention. Puis merci à tout le monde, dont Alain. Hey. Encore. Ouais, merci Alain surtout hein, de nous réunir pour la semaine de la philo. Oh, Alain, il ne nous réunit pas une fois, il nous réunit genre 15 fois. J'épuise mon public, comme on dit. Mais écoute, moi, je suis là. Je vais être là demain. Voilà, écoutez, il faut que je me débranche. Il faut que je sorte du cégep dans 5 minutes. Ah, oui, c'est ça. On paye le On gardien. appelle la police. À demain. Yes, à demain. Ciao. Merci, Alain. Ciao. Ciao, Gab. Peace.